commencer. Ça commence mal. Madame la rapporteure, mes chers collègues, pour conclure cet après-midi d'audition, nous recevons les représentants des principaux syndicats des officiers et des commissaires de police. Notre commission d'enquête a commencé ses travaux en réunissant des représentants des principaux syndicats de ce que l'on appelle le corps d'encadrement et d'application au sein de la police, c'est-à-dire les gardiens de la paix et les gradés. Nous avons souhaité compléter notre vision en consultant aussi leurs supérieurs hiérarchiques qui forment le corps de commandement et le corps de conception et de direction au sein de la police nationale. Nous accueillons ainsi, pour le syndicat indépendant des commissaires de police, M. Olivier Boisseau, président. Pour le syndicat des cadres de la sécurité intérieure, M. Didier Rendu, secrétaire national, et M. Léo Moreau, c'est ça, chargé de mission. Pour Synergie Officier, M. Anthony Lope, conseiller technique. Pour l'Union des officiers UNSA, M. Claude Fourcault, secrétaire général adjoint. Comme les précédentes, cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Je vais vous donner la parole pour une très brève intervention liminaire, parce qu'on a des questions à vous poser, qui précédera notre échange, donc sous forme de questions. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58, qui est relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous propose de lever tous la main en même temps et de dire « je le jure ». Et je vous remercie. Je vous laisse prendre la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Allez-y. Du maintien de l'ordre a été dernièrement élaboré et mis en œuvre à la suite de travaux effectués dans un climat particulièrement lourd et délétère qui reposait sur le dénigrement systématique des forces de l'ordre qui ont été accusées de tous les maux, allant d'une police ultra-violente à une police raciste, j'en passe, je n'irai pas plus loin. Cet épisode a été particulièrement mal vécu par les policiers, car depuis plusieurs années, ils sont sur tous les fronts, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme, de gestion des différentes opérations menées par les Gilets jaunes, et maintenant du contrôle des règles imposées par la loi d'urgence sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Alors, ils sont, oui, sur tous les fronts, mais dans quelles conditions ? Et c'est bien là le paradoxe, puisqu'on leur reproche d'user d'une force trop importante, alors qu'au travers de chacun des événements qu'ils ont eu à gérer, et même des opérations du quotidien, les policiers constatent inéluctablement la montée du niveau de violence auquel ils sont confrontés et la multiplication des attaques à l'encontre de tous ceux et celles qui incarnent l'autorité de l'État. Le moral des effectifs est d'ailleurs d'autant plus affecté par la réponse judiciaire face à ces agressions récurrentes et toujours plus féroces, car cette réponse est très loin d'être à la hauteur de l'attente des policiers et n'est en aucune manière susceptible d'inverser la tendance. C'est donc dans ce contexte que nous avons pris acte du contenu du nouveau SNMO qui a modifié un certain nombre de règles, notamment les sommations utilisées dans le cadre de la gestion des maintiens de l'ordre, mais qui a également réduit les moyens en armement à la disposition des effectifs utilisés dans la gestion du maintien de l'ordre. Je parle bien évidemment de la disparition des GLIF 4 qui avait déjà été actée en début d'année 2020, mais aussi de la GMD, donc grenade à main de désencerclement, qui a également été remplacée par une grenade moins puissante. Alors certes, le LBD a été conservé, mais encadré en compliquant son utilisation. Toutes ces mesures ont été la conséquence d'une réelle défiance à l'endroit de tous ceux qui ont été en première ligne et qui ont souvent payé dans leur chair leur engagement pour défendre le bon fonctionnement de nos institutions et défendre tout simplement la République. En tout état de cause, nous ne pouvons que constater que nous sommes confrontés en permanence sur les maintiens de l'ordre lourd à des groupuscules toujours plus violents, toujours mieux équipés et parfaitement entraînés à la guérilla urbaine, mais pour autant, ce sont les forces de l'ordre qui ont été pointées du doigt comme trop violentes. C'est pour le moins curieux, d'autant que durant la gestion de tous ces épisodes extrêmement difficiles, nous n'avons déploré aucun décès chez les manifestants et assez peu de blessés graves, d'ailleurs beaucoup moins que chez les forces de sécurité intérieure elles-mêmes. Comprenez donc
que les policiers en général aient aujourd'hui pour le moins le moral en berne quand on constate avec quel mépris ils ont été traités et traînés dans la boue. Si cet épisode anti-flic, si vous me permettez l'expression, semble s'être un peu atténué, ce n'est que parce que le niveau de violence subi par notre institution a atteint des niveaux invraisemblables et paroxystiques ces dernières semaines. Je vous rappellerai simplement l'affaire des 2 policiers sauvagement agressés dans le Val d'Oise à Herblay, les différents policiers fauchés par des véhicules, dont celui tué au Mans en août, mais également à Lille en septembre. Je ne poursuivrai pas cette liste qui devient une longue litanie, mais nous nous devons aujourd'hui, devant la représentation nationale, de lancer un cri d'alarme face à ce manque de soutien à l'endroit de notre institution qui reste pourtant le dernier rempart républicain face à la barbarie et l'anarchie. La réponse pénale devrait être implacable et sans le moindre état d'âme vis-à-vis de ces voyous et meurtriers, mais nous en sommes bien loin. Nous aimerions également beaucoup que les images très souvent sorties de leur contexte, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias, puissent être contrecarrées et recontextualisées par d'autres images à disposition des pouvoirs publics pour démontrer très souvent le bien fondé des interventions décriées, mais également défendre l'honneur et l'image d'une institution qui en a bien besoin. Enfin, je rappellerai devant cette Assemblée, si besoin en était, que la police nationale, qui a été tant décriée, est pourtant l'administration la plus contrôlée qui soit, que ce soit par sa hiérarchie, l'IGPN, les préfets, les procureurs de la République, le défenseur des droits, les parlementaires, et la liste n'est pas exhaustive. Je ne serai donc pas plus long pour laisser du temps aux questions et réponses comme cela a été prévu, mais vous avez, je l'espère, parfaitement compris notre profonde lassitude face à la manière dont nous sommes traités dans notre pays, alors que notre institution et les forces de sécurité intérieure n'ont jamais été autant indispensables dans notre pays pour permettre une vie démocratique apaisée dans un monde où la loi du plus fort semble progressivement faire son chemin. Merci. Juste un mot pour dire que je m'inscris complètement. Pardon. Ah voilà, pardon. C'est bon. Un mot pour vous dire oui, que je m'inscris complètement dans le cadre dans la déclaration de monsieur Boiteau. Nous sommes très heureux de pouvoir répondre à vos questions sur ce sujet épineux du maintien de l'ordre qui a suscité de nombreuses polémiques, pas toujours justifiées. D'autres questions, par contre, nous paraissent tout à fait légitimes, et tout à fait légitimes que la représentation nationale veuille être informée. Donc je me tiens et nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Ça a fonctionné. Oui, donc merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Sans être excessivement long, c'est vrai que nous, au SCSI, donc le syndicat majoritaire du corps de commandement, on aborde cette problématique du maintien de l'ordre et les évolutions qui sont en cours de réflexion ou qui peuvent être amenées par le schéma national de maintien de l'ordre, avec l'objectif évidemment qu'il y ait moins de blessés, à la fois dans les rangs des forces de l'ordre de nos collègues et puis dans ceux des manifestants. C'est vrai que c'est une matière, le maintien de l'ordre, qui avait pu apparaître comme étant un petit peu délaissée, notamment au début des années 2000 par les pouvoirs publics. On a eu un certain nombre d'évolutions ces dernières années qui aboutissent à une nouvelle doctrine qui, si elle ne révolutionne pas le genre, pose au moins, a le mérite de poser un certain nombre de principes dans ce schéma. Il y a eu des évolutions, pour être juste, depuis 2014, depuis la mort de Rémi Fraisse à Sivins, qui avait déjà occasionné une première commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Depuis le mandat de Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur, il y a eu des débuts d'évolution sur les matériels utilisés, les tactiques. Il y a eu une suite de maintien de l'ordre tendu, vous le savez, que ce soit au moment de la loi travail en 2016, évidemment l'épisode des Gilets jaunes par la suite, et dernièrement le mouvement des retraites. Il y a eu une évolution du contexte dans lequel on fait du maintien de l'ordre. Vous le savez, je pense que ça a déjà dû être évoqué également, avec la pression maintenant des chaînes d'information en continu, des réseaux sociaux, d'un certain nombre de personnes qui viennent essayer de pousser nos collègues à la faute, tout en brandissant un téléphone pour pouvoir diffuser tout ça en direct. Donc c'est un contexte qui a changé. On ne fait plus du maintien de l'ordre aujourd'hui exactement de la même manière qu'on pouvait le faire il y a même encore 10 ou 15 ans. Les attentes du pouvoir politique comme de l'opinion publique ont changé. Les violences qu'on a constatées, qui ont été extrêmement importantes vis-à-vis des forces de l'ordre dans un certain nombre de cadres de manifestations, posent aussi un problème démocratique, puisque nous, on est affiliés à la CFDT, on est attaché à la liberté de manifester et à la possibilité que ceux qui viennent pour le faire pacifiquement et pour exprimer leur opinion en ait la possibilité, sans que les manifestants et les forces de l'ordre soient pris à partie par des éléments violents qui viennent là pour des motifs qui n'ont souvent rien à voir avec ceux
qui sont mis en avant par les organisateurs. Donc on prend tout ça en compte. On prend en compte également la différence par rapport à la gendarmerie qui concerne la police. Vous savez que les unités de gendarmerie départementale ne sont pas engagées en maintien de l'ordre, ce sont les escadrons de gendarmes mobiles. Les gendarmes qui sont constitués en peloton, qui sont spécialisés, qui sont l'équivalent de nos CRS. Nous avons évidemment nos CRS, nos unités de force mobile qui interviennent, mais également, comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes, quand il y a un certain nombre de troubles généralisés ou quand les unités de force mobile sont loin, on a des unités de sécurité publique dont ce n'est pas le métier à la base, qui sont amenées à intervenir, qui ne bénéficient pas toujours ni de la formation ni de l'équipement adéquat pour ce faire. On l'a redit encore, nos représentants locaux dans la zone ouest ont eu l'occasion de le redire au directeur général de la police nationale qui était en déplacement à Nantes cette semaine. Par exemple, les unités de police secours à Nantes qui sont régulièrement engagées sur des maintiens de l'ordre ou sur des services d'ordre parce que c'est un endroit où il y a quand même une activité assez importante dans ce domaine, ne peuvent pas commander sur Vetipol, qui est notre vestiaire en ligne, les tenues inifugées qui sont réservées aux unités spécialisées en maintien de l'ordre, alors qu'évidemment les collègues qui font partie de ces unités sont aussi exposés que les autres quand ils sont sur le terrain, même s'ils n'appartiennent pas formellement à une unité de maintien de l'ordre, donc ils devraient pouvoir avoir accès à un ensemble de moyens de protection et de tenue et de formation dès lors qu'on leur demande effectivement d'effectuer ces tâches de maintien de l'ordre. Sur le schéma national en lui-même qui a été rendu public en septembre dernier, même si on regrette que les organisations syndicales n'aient pas pu être associées davantage en amont à son élaboration, il y a quand même un certain nombre d'éléments positifs qu'on a salués. Déjà le rattrapage, le début de rattrapage sur les effectifs des unités de force mobile, même si clairement c'est bien mais pas suffisant puisqu'on n'est pas encore revenu au schéma d'emploi qui prévalait avant la révision générale des politiques publiques. On sait que ça a été assez problématique, que les gendarmes ont choisi de supprimer des escadrons. Dans la plupart des compagnies, les compagnies ont été maintenues, mais il y a souvent des compagnies qui sont passées de 4 à 3 sections, ce qui est compliqué en termes de force de manœuvre que vous pouvez déployer sur le terrain, puisqu'évidemment, ce n'est pas la même force de frappe et ce n'est pas la même capacité de montrer sa force pour ne pas avoir à l'utiliser. J'en profite pour rappeler, mais on pourra développer si vous le souhaitez, que notre syndicat est favorable au fait qu'il puisse toujours y avoir 4 officiers, 4 membres du corps de commandement par compagnie de CRS, alors qu'on tend aujourd'hui à aller sur un modèle à 3. Mais on pense que cette problématique de l'encadrement des unités de maintien de l'ordre, elle est également importante. Il y a un certain nombre de points positifs aussi dans le schéma sur l'autonomie des commissaires et des officiers sur le terrain pour pouvoir réagir dans le cadre bien sûr du schéma global qui aura été décidé par le préfet, par le directeur du service d'ordre, mais le fait qu'on ait une capacité d'adaptation et qu'on ne soit pas toujours en train d'attendre les ordres de la salle, y compris pour des micro-manœuvres, si j'ose dire. Et puis l'aspect de communication avec les manifestants de bonne foi qui nous semble plutôt aller dans le bon sens, les dispositifs de liaison et d'intervention. Ce ne sont pas forcément des missions nouvelles, elles ont longtemps été prises en compte dans un certain nombre de départements par les renseignements généraux à l'époque où ils existaient ou par leurs successeurs du renseignement territorial. L'important est que ce cadre puisse effectivement exister pour que des policiers assurent la liaison avec les organisateurs tout au long de la manifestation, puisque ce que nous disent parfois les organisateurs, c'est qu'ils ont un échange avant, mais pas forcément pendant pour expliciter ce qui se passe. Donc là, sur ce point, il y a effectivement des choses qui sont assez positives dans le schéma national. Sur l'aspect judiciarisation, il y a des éléments qu'on salue. Il y a des choses sur lesquelles on pourrait probablement aller plus loin, notamment sur l'utilisation de drones, même si le cadre juridique devra être adapté pour permettre une exploitation pleine et entière des images. Sur l'utilisation de produits de marquage codé, d'ADN synthétique, voilà, ce sont des choses qui avaient été évoquées, qui sont en cours de réflexion pour certaines. On regrette que sur certains matériels, je pense notamment aux engins lanceurs d'eau, il n'y ait pas davantage de mutualisation entre les deux forces, police et gendarmerie, et qu'on parte encore un petit peu chacun de son côté, parce que c'est quelque chose qui nous semblait important, de même que pour les équipements blindés. Pour autant, voilà, on fera le bilan, puisque c'est marqué dans le schéma national d'ici 1 an, en ayant bien conscience évidemment que la période est particulière en termes de maintien de l'ordre, qu'on en aura moins sur l'année 2020, forcément compte tenu des conditions sanitaires, que ça ne pouvait être le cas sur l'année 2019. Je crois que le directeur général, vous l'avez dit, il y a eu plus de 30 000 manifestations en 2019. Dans la plupart des cas, dans plus de 90% des manifestations, il faut quand même le rappeler, ça se passe bien. Il n'y a pas nécessairement de troubles à l'ordre public ni de collègues pris à partie.
Mais voilà, il faudra faire le bilan de cette nouvelle doctrine, des moyens qui seront donnés concrètement aux collègues. Et puis en conclusion, on espère, pour assurer son efficacité, que ce schéma il sera approprié de la même manière à la fois par la DGPN, la DGGN et par la préfecture de police, parce qu'on a pu voir qu'il y avait parfois dans la doctrine et dans les idées de manœuvre des conceptions qui n'étaient pas exactement les mêmes entre les différentes entités, avec un risque de confusion sur le terrain. Voilà. Je ne suis pas plus long, on répondra à vos questions. Merci beaucoup de ces quelques précisions liminaires. Nous allons continuer là-dessus. Moi, ce qui me semble important, c'est tout ce que vous avez dit, bien évidemment. Ah, excusez-moi. Vraiment désolé. Allez-y, Désolé, je reprendrai la parole après. Excusez-moi. Monsieur le Président, Madame la rapporteure. UNSA, que je représente ici, remercie la Commission d'avoir été invitée afin de pouvoir donner son avis, chose qui n'est pas fréquente pour notre organisation et à notre plus grand regret. C'est pourquoi nous nous réjouissons de pouvoir faire entendre notre voix au sein de l'Assemblée nationale, l'Assemblée des représentants de la nation. Je souhaiterais, avant de commencer mon intervention, saluer la mobilisation totale et le professionnalisme de nos forces de l'ordre républicaines de notre pays, confrontées à une violence sans précédent ces dernières années. Ne l'oublions pas, elles sont garantes comme d'autres acteurs de la démocratie, de la République, nous ne le répéterons jamais assez. L'ordre public est une mission fondamentale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Depuis maintenant un siècle, quasiment un siècle, depuis 1921, et la volonté de Georges Clemenceau, alors président du Conseil, de spécialiser une partie des forces de l'ordre dans le maintien de l'ordre public. Nos institutions, police et gendarmerie, n'ont eu de cesse de s'adapter et d'évoluer en fonction des changements politiques et sociaux, rendant toujours plus complexe l'exercice de cette mission. Aujourd'hui, et suite à une décennie écoulée particulièrement éprouvante pour les forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire, on constate que très rares sont les manifestations d'ampleur et médiatisées qui ne dégénèrent pas en un affrontement avec les forces de l'ordre, en dégradation de biens publics et privés ou encore en pillage. La violence illégitime, organisée par une minorité de manifestants et de professionnels de la subversion, est devenue une habitude et elle s'est substituée en partie, et je dis bien en partie, au dialogue que les forces de sécurité ont toujours eu et continueront à avoir avec les représentants des manifestants ou plus globalement avec les manifestants eux-mêmes. À cette violence illégitime s'oppose une violence légitime, celle-ci détenue par les forces de l'ordre et encadrée et proportionnelle à la menace en cas de besoin. Car le problème pour les forces de l'ordre est bien celui-ci, la détention de la violence légitime, sa définition, sa justification et son utilisation éventuelle. Le SNMO du 17 septembre 2020 précise et encadre le travail des policiers et des gendarmes en matière de maintien de l'ordre. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous déplorons ne pas avoir été associés, mais comme d'autres organisations syndicales, aux travaux d'élaboration de cette stratégie et de ce schéma. État de fait qui caractérise un dialogue social en perdition au sein de la police nationale ces dernières années. Ce schéma national du maintien de l'ordre apporte un certain nombre de modifications et d'améliorations constructives. Il serait certainement la première pierre sur laquelle d'autres viendront s'assembler afin d'élaborer au fur et à mesure un outil performant et respectueux de la liberté d'expression auquel nous sommes toutes et tous attachés ici. Cependant, nous ne pouvons que déplorer sur un autre pan, qui n'a rien à voir avec le schéma national du maintien de l'ordre, le pan judiciaire, le peu d'avancées concernant le traitement des violences de rue connexes aux manifestations contre les représentants des forces de l'ordre. Aujourd'hui, il semble apparemment normal pour notre société que des policiers soient blessés, voire grièvement blessés, sans pour autant que la fonction qu'ils représentent soit sacralisée et qu'ils bénéficient en quelque sorte d'une ultra-protection pénale. Que risque aujourd'hui un manifestant, un casseur, un professionnel de la subversion en s'attaquant à un policier ? Eh bien, il n'y a pas d'infraction spécifique. Dans le code pénal, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende encourue, ou 5 ans d'emprisonnement avec 75 000 € d'amende au-delà de 8 jours d'arrêt de travail. Dans la réalité, en fait, c'est en moyenne 5 mois de prison pour les agresseurs. On rappellera tout de même quelques chiffres. Plus de 2500 policiers et gendarmes blessés durant l'épisode du mouvement des Gilets jaunes et quasi le même nombre dans les rangs des manifestants. Sur l'année 2018-2019, 73 000 manifestations ont été recensées en France avec un taux de 0,05 incidents blessés sur l'ensemble. Je me rappelle qu'en 2019, devant la commission des lois du Sénat, le 27 mars 2019 exactement, présidée par Philippe Bas, les organisations syndicales Union des officiers UNSA et UNSA Police étaient auditionnées sur les moyens mis en place pour faire face aux actes de violence et de vandalisme commis à Paris le 16 mars de cette même année.
Nous proposions à cette époque-là des pistes de réflexion comme la nécessité d'améliorer la coordination et le commandement opérationnel des forces de police et de gendarmerie, le développement de la mobilité des forces de maintien de l'ordre, l'organisation de contrôles préventifs en amont des manifestations à caractère sensible. Nous sommes satisfaits que nos axes de réflexion aient été travaillés et développés lors de la conception du schéma national de maintien de l'ordre, même si de nombreux points restent à améliorer. Politiquement, aujourd'hui, que voulons-nous comme police et ordre public ? Voulons-nous une police comme la police allemande et sa manière d'intervenir, ou plutôt de ne pas intervenir comme lors de l'inauguration de la BCE à Francfort le 18 mars 2015 ? Sommes-nous capables en France de voir des commissariats et des voitures de police brûler sans réagir de manière forte ? Car oui, il faut se le rappeler, même si ça n'a pas été retransmis sur les chaînes françaises, en 2015, 2 commissariats de Francfort ont été incendiés et plus de 15 voitures de la police allemande également. Les techniques de désescalade de la police allemande sont-elles transposables en France ? Je ne le pense pas, nous ne le pensons pas. On rappelle que contre des manifestations violentes et de casseurs, cela ne fonctionne pas. Nous ne voulons pas d'une police nationale qui présente aussi ses excuses comme la police allemande parce qu'elle n'aurait pas été à la hauteur, faute de moyens et d'ordre de rétablissement de l'ordre public. Pour cela, notre police a besoin toujours plus de formation, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Pour cela, notre police a besoin de matériel moderne. Pour cela, notre police a besoin d'un commandement opérationnel de terrain, le directeur de service d'ordre ayant la confiance complète du représentant de l'ordre public. Pour cela, des moyens colossaux doivent être mis à disposition de la police nationale afin de rattraper 3 décennies de diète imposées à nos unités constituées de maintien de l'ordre. Nous ne voulons pas que les manifestants violents et les casseurs aient plus de droits que les policiers qui sont parmi d'autres acteurs et, comme je l'ai dit plus haut, les garants aussi de la démocratie et de la République française. Je terminerai par une citation de Georges Clemenceau qui illustre bien, à mon sens, les défis qui nous restent à relever en termes de réorganisation globale de notre police nationale et républicaine afin que le lien police-nation soit une réalité un jour prochain. Il disait « Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. » Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Merci de votre intervention. Sur l'ensemble des intervenants, moi j'aurais quelques demandes de précision ou d'interrogation à faire avant de laisser la parole à Madame la rapporteure. Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui a été esquissé. On a bien compris, d'une manière générale, la baisse des effectifs qui va être, qui a été déjà compensée et qui va continuer à être compensée dans le cadre du nouveau schéma national de maintien d'ordre. On a bien compris une demande de moyens nouveaux, modernes. Ça, ce sont des revendications qui sont pérennes et qui ne sont pas d'ailleurs uniquement des revendications de la part des spécialistes du maintien d'ordre, au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie, bien évidemment, en particulier en sécurité publique. Tout ça, c'est de la réalité. Même s'il y a des progrès, il faut continuer là-dessus. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qui a été dit aussi en substance par un de vous, c'est la possibilité aussi de partager toute force de l'ordre confondue, des tactiques, des stratégies identiques, ce qui n'est pas peut-être tout le temps le cas, des doctrines, est-ce qu'elles sont pareilles, les entraînements, est-ce qu'ils sont identiques entre la gendarmerie, la police, la PP, est-ce que les systèmes de commandement sont identiques quand vous êtes en province ou quand vous êtes à Paris? Ça, c'est quelque chose d'important. Quelles sont ces structures de commandement? Le nouveau schéma parle de ROP, de DSO, de CSO, de CFP. Tout le monde sait ce que c'est. Je vais quand même le redire. ROP, responsable de l'ordre public, c'est en général le préfet ou le DDSP ou le gendarme dans son secteur de compétences. Le DSO, c'est le directeur du secteur opérationnel. Le CSO, c'est le chef du secteur opérationnel. Le CFP, c'est le commandant de la force publique sur le terrain. Est-ce que tout ça est vraiment huilé? Est-ce qu'il n'y aurait pas des progrès à faire là-dessus? Est-ce qu'il n'y aurait pas des progrès à faire sur les prêts de matériel, par exemple, entre les uns entre les autres, les prêts de matériel 3D, drones, hélicoptères, les prêts de matériel sur canon à eau, quand il y a une manifestation d'un côté et de l'autre? Est-ce que tout ça
est fluide? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça a été amélioré? Et grosso modo, à un certain moment, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question pour, si ça n'a pas été fait, si ça n'a pas été amélioré à un certain moment, avoir peut-être une direction métier dans laquelle il y aurait CRS et gendarmes mobiles, pas fusionnés, chacun avec sa spécialité, mais avec un commandement commun, tout simplement, pour essayer d'avoir des évolutions modernes dans le maintien de l'ordre, puisque on est en train de faire un constat qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Je ne veux pas monopoliser la parole. Après, sur le partage des doctrines et des moyens, il existe dans une certaine mesure. Hein. On ne part pas de zéro, notamment parce que les gendarmes ont dû vous le dire, les escadrons de gendarmerie mobile, quand ils interviennent, le font la plupart du temps en zone police, et notamment dans l'agglomération parisienne, sous l'autorité de commissaires qui font office d'autorité civile, qui sont généralement issus de la préfecture de police. Pour autant, à notre sens, au SCSI, on estime que ça n'est pas fait suffisamment, qu'il y a encore un certain esprit de chapelle de part et d'autre. Je ne suis pas là pour stigmatiser ou viser tel ou tel, mais voilà, on le constate, et notamment dans le PLF 2021, on avait souhaité cette mutualisation, avoir peut-être des engins qui soient estampillés ministère de l'Intérieur ou maintien de l'ordre plutôt que police ou gendarmerie, et on en reste encore dans une logique où chacun surveille un petit peu ses petits, plutôt que de penser en commun. Maintenant, il y a un certain nombre de forces qui sont habituées à travailler ensemble, hein, puisque les CRS et les gendarmes mobiles se croisent quand même sur le terrain, mais c'est quelque chose qui doit être développé et qui pourrait sans doute l'être aussi au niveau de la formation. Et juste une remarque sur les moyens 3D. Je pense qu'effectivement, il faut savoir évoluer. D'ailleurs, c'est évoqué dans le schéma national du maintien de l'ordre. Je rappelle simplement que si vous nous parlez, Monsieur le Président, de partage de moyens 3D, et notamment des hélicoptères, à ma connaissance, je crois que la police nationale n'a rien à partager puisqu'elle n'en a pas. Et que donc, il s'agirait simplement de se moderniser et d'envisager peut-être une force de sécurité intérieure étatisée qui compte 150 000 fonctionnaires, qui dispose justement de moyens 3D, parce qu'aujourd'hui, on est juste à l'état zéro. Donc ça serait bien, effectivement, qu'à l'avenir, on puisse avoir des hélicoptères, qu'on ne soit pas obligé de quémander auprès des gendarmes quand on en a besoin, qui privilégient évidemment l'utilisation pour leurs propres troupes, ce qui est bien normal, et en zone rurale. Quant au drone, le drone, il y a une évolution qui est en train d'apparaître. Je pense que notamment la préfecture de police est dotée d'un certain nombre de matériel. C'est pas inintéressant. Il y a des expérimentations qui sont faites et je pense qu'on devrait progresser dans ce sens. Mais notamment je reviens sur la problématique des hélicoptères, on ne peut que progresser partant du néant. Merci. Bien, merci. Quand on parle de progresser, surtout quand on est député et en charge du contrôle des budgets, qui sont en augmentation, je le rappelle, quand on parle de progresser, c'est peut-être aussi dans la progression ce que vous disiez, c'est-à-dire d'avoir des moyens qui sont mis à disposition des deux forces. Et effectivement, les hélicoptères sont à la gendarmerie nationale, mais il me semble qu'ils sont mis à disposition aussi de la police nationale. Moi, diverses missions que j'ai connues, ils étaient mis à disposition. Donc, c'est de ça qu'on parle. Il n'est pas question, bien évidemment, que chacune des deux forces, parce que l'autre a tel matériel, va avoir ce matériel-là, mais de le mettre en commun, ça c'est quelque chose d'important pour pouvoir progresser et pour pouvoir progresser aussi sur les stratégies. Donc, il y a voilà, je note que dans ce domaine-là, il y a peut-être aussi des choses à balayer. Et je laisse la parole à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un sujet qui nous semble préoccupant, important, mais je ne suis pas convaincu que vous ayez bien situé notre démarche. À ma connaissance, dans la proposition de résolution que nous avons faite, nous n'avons pas parlé de policiers racistes ou de un certain nombre de choses que vous avez dites.
nous sommes interrogés effectivement sur ce qui nous a semblé une altération du lien de confiance entre la population et sa police. Et nous nous sommes demandé quelles pouvaient être les causes de cette altération et par conséquent, quels seraient les remèdes que nous pourrions proposer pour pouvoir répondre à cette situation. Quand monsieur le président du syndicat des commissaires de police nous dit qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup de blessés graves, je pense que, comme à un autre moment, quelqu'un a dit qu'il y a eu 2500 blessés parmi les forces de l'ordre et autant du côté des manifestants, ça nous semble quand même un nombre qui n'est pas négligeable. De surcroît, M. Alain Boer, que nous avons entendu précédemment, nous dit qu'il y a eu un nombre important de gens qui ont été éborgnés et il attribue cela à l'usage d'une arme comme le LBD qui n'est pas appropriée pour le maintien de l'ordre. Et il nous dit même, avec cette espèce de superbe qui appartient à Alain Boer, il nous dit en gros, eh bien, il y a eu des manifestants qui ne connaissaient pas les règles du jeu, les règles de la manifestation, face à des personnes des forces de l'ordre qui, pour une part d'entre eux, ne connaissaient pas non plus le maniement des armes. Il dit c'est pour ça qu'il y a eu tant de difficultés récemment. Donc, moi je ne suis pas Alain Boer, mais enfin, ça montre qu'il y a quand même un sujet sur lequel nous devons réfléchir et essayer d'avancer. Parce que nous ne sommes pas en train de mettre en accusation les policiers ou les gendarmes. On sait parfaitement que dans la dernière période, entre le terrorisme et les manifestations diverses et variées qui souvent étaient effectivement assez violentes, on sait très bien que les forces de l'ordre ont été menées à rude épreuve. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de nous demander s'il n'y a pas des moyens de faire autrement et de faire mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour vous demander votre avis. Par exemple, on nous a dit que, compte tenu justement du fait qu'ils étaient beaucoup plus utilisés, eh bien, les gendarmes ou les policiers n'ont plus le temps de remplir leurs obligations de formation continue. Est-ce que vous partagez ce constat, notamment pour la police nationale ? Par ailleurs, nous sommes partis du code de déontologie que doivent respecter les fonctionnaires. Et encore une fois, on nous l'a redit cet après-midi, 99% des fonctionnaires font très bien leur boulot. Il y en a peut-être 1% qui se comportent pas bien et ça rejaillit sur tout le monde. Par conséquent, comment on peut faire pour que les dispositions du code soient mieux respectées et quels amendements on pourrait y apporter pour que ce soit fait dans de meilleure manière. J'ai noté aussi que sur la stratégie du maintien de l'ordre, l'un d'entre vous était assez critique sur la désescalade pratiquée à l'allemande. Or, on a parfois l'impression qu'effectivement, il faudrait trouver la possibilité ou le moyen de faire baisser la tension pendant les manifestations, après les manifestations, etc. Donc, est-ce qu'il y a une autre manière de faire que la désescalade à l'allemande qui vous semblerait efficace pour pouvoir arriver à faire baisser la tension ? Par ailleurs, le défenseur des droits critique beaucoup les contrôles délocalisés et la technique de l'encagement. Alors, avant vous, nous avons entendu des avocats, dont un avocat des Gilets jaunes, qui disait que, contrairement à ce qu'on dit parfois, eh bien, naturellement, il doit y avoir une sortie prévue pour les manifestants, mais que parfois, c'était très long. Et que par conséquent, si on reste 1 heure là à piétiner, ça peut être aussi une manière d'augmenter la tension. Il y a eu aussi des débats à l'intérieur du ministère et entre le ministre et ses troupes sur l'interdiction du plaquage ventral et les techniques d'étranglement. On nous a dit aussi, d'une manière un peu contradictoire selon les moments, que ça se pratiquait dans la gendarmerie, ça ne se pratique pas dans la gendarmerie, etc. Donc là-dessus, est-ce que vous avez une opinion ? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où on pourrait se passer de ce type de technique ? Je ne reviens pas sur le LBD, je sais que ça a été contesté, mais est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la présence simultanée sur une même opération de policiers spécialisés, de policiers non spécialisés? On s'est beaucoup laissé dire que finalement, ceux qui faisaient un peu le bazar parce qu'ils n'étaient pas assez formés, c'était les policiers non spécialisés. Voilà, pour l'instant,
ce que je souhaiterais vous demander. Madame le rapporteur, si vous me permettez de répondre, en tout cas sur une partie de la question, je vous remercie de nous permettre d'entrer vraiment dans le vif du sujet qui est délicat, comme vous vous en doutez, mais sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, évidemment. Marginalement, je pense qu'à un moment donné, on ne doit pas faire l'économie de faire le constat de certains dysfonctionnements. Pour autant, ce qu'il faut prendre dans sa globalité, c'est le niveau d'engagement des forces incommensurable, notamment sur l'ensemble des épisodes de Gilets jaunes et l'hyper-sollicitation de nos collègues. Ce qui n'en vient pas à dédouaner ou excuser les quelques comportements répréhensibles qu'on pourrait mettre en exergue, mais qu'il est important de contextualiser au regard du niveau d'engagement exceptionnel des forces. On a par exemple eu sur des vacations de compagnie républicaine de CRS, des engagements de force qui ont dépassé des 15 heures de manière continue, alors que vous le savez très bien, sur du maintien de l'ordre, on est plutôt habitué à des vagues avec des pics et des creux. Là, on a été sur des engagements de force qui ont vraiment été complètement disproportionnés. Alors, pas que nos effectifs, en tout cas spécialisés, étaient mal préparés à ça, mais il y a une réalité, c'est qu'ils n'étaient pas habitués du tout. Donc voilà, derrière, c'est pouvoir tenir avec le même niveau d'engagement, voilà, pour protéger les personnes et les biens, et notamment protéger ceux qui sont venus manifester pacifiquement. Alors c'est vrai qu'il y a tout un débat sur les différentes techniques qui sont employées à l'occasion de ce maintien de l'ordre, notamment la technique, enfin l'utilisation du lanceur de balles de défense. C'est vrai qu'il y a eu effectivement beaucoup de critiques au sujet de l'emploi de cette arme intermédiaire. Aujourd'hui, le SNMO vient un petit peu plus cadrer l'utilisation du LBD, notamment en prévoyant un superviseur. Ce superviseur, sous un autre nom, il existe déjà dans les compagnies républicaines de CRS. Et quand on fait le constat des blessures, si on aller un petit peu dans le détail, on se rend compte que la majorité des blessures qui ont pu être occasionnées par l'utilisation de ce LBD, on ne peut pas les imputer de manière globale aux compagnies républicaines de sécurité. Donc on voit bien que derrière, il y a une difficulté, notamment, et vous l'avez souligné, en termes de formation, qu'elle soit continue à la demande du fonctionnaire. C'est vrai qu'au regard de l'engagement spécifique de tous les services de police, c'est parfois très compliqué de pouvoir justement avoir accès aux stages qui sont demandés. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le renfort d'effectifs non spécialisés, qui ne sont pas du tout aguerris aux techniques de maintien de l'ordre, on voit bien qu'on rencontre peut-être une petite carence au niveau de cette formation qu'il est important peut-être d'accentuer, de développer. D'ailleurs, nous, on regrette, on le déplore, mais qu'on ait peut-être laissé tomber ou abandonné la formation commune, notamment qui était dispensée en termes de maintien de l'ordre, où les commissaires de police, les officiers, les gardiens de la paix avaient l'occasion de se retrouver sur un stage commun et de partager pendant un temps de formation l'ensemble des techniques. C'était aussi, ce stage en commun, l'occasion d'avoir une approche du maintien de l'ordre qui ne se résume pas qu'aux techniques employées, mais qui peut aussi avoir un intérêt en matière de déontologie. Vous le savez, notre organisation syndicale milite depuis très longtemps pour la création d'une académie de police, avec cette volonté justement de pouvoir, sur certains sujets, je dirais, qui sont capables de fédérer l'ensemble des corps de la police nationale, de s'y retrouver. La déontologie, ça doit faire partie des pratiques qui ont vocation à être enseignées de manière globale, je veux dire, au-delà de l'appartenance d'un corps, qu'on soit gardien de la paix, qu'on soit officier, qu'on soit commissaire. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Oui, Madame le rapporteur, un mot sur des techniques, une technique qui semblait, et peut-être légitimement, inquiéter, notamment ce qui concerne la technique de l'encagement, un terme utilisé par des avocats. Moi, je préférais parler plutôt d'encadrement. L'objectif dans ces méthodes n'est pas naturellement d'empêcher les gens de manifester, de les retenir, ni même, comme on a pu l'entendre, de créer des sortes de garde à vue à ciel ouvert, absolument pas. Ce sont des techniques qui servent à contenir une foule, et l'objectif étant évidemment de pouvoir après identifier des personnes qui ont vocation à être interpellées, tout en ne perdant jamais de vue
que le maintien de l'ordre doit toujours laisser une porte de sortie à des gens qui veulent quitter un dispositif, qui veulent en fait se désolidariser d'un attroupement. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Que la technique puisse être améliorée, peut-être même revue, nous le concédons, mais il n'y a pas du tout chez les policiers d'objectif d'empêcher les gens de manifester. Oui, madame la rapporteure, vous m'avez clairement interpellé, en gros, en me reprochant d'avoir dit que je considérais qu'il n'y avait pas eu beaucoup de blessés chez les manifestants. Mais je réitère. Mais moi, j'assume pleinement. Par rapport au surengagement, comme ça a été dit précédemment, des forces de sécurité intérieure en maintien de l'ordre pendant toutes les années, les 2 dernières années écoulées, je trouve qu'on a à être extrêmement fiers de la manière dont les manifestations ont été gérées. Alors, ensuite, on nous dit, oui, il y a eu des gens qui ont été éborgnés. Bon, je n'ai pas le chiffre exact en tête, ça reste quand même assez marginal. Je rappelle pour autant qu'on parle là des manifestants qui ont été touchés dans leur chair. Enfin, moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont les policiers qui sont touchés dans leur chair. Et je vous rappelle, parce qu'on l'a peut-être un petit peu oublié, qu'à l'occasion de différentes manifestations, on avait des manifestants qui venaient avec des boules de pétanque, qui venaient avec de l'acide, qui venaient avec des frondes en tout genre, avec des machettes, avec des marteaux. Et d'ailleurs, il suffisait de voir ce qui était saisi à l'entrée de Paris à l'occasion des dernières manifestations, puisqu'il y avait un arrêté qui avait été pris qui permettait de fouiller les sacs. Donc, vous savez, on a des manifestants, évidemment, c'est une minorité, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais en tout cas, on a un noyau dur aujourd'hui de gens d'une extrême violence qu'on n'a jamais connue. Et pour autant, globalement, avec les effectifs qui étaient épuisés physiquement et moralement, parce que je peux vous garantir que quand tous les week-ends, il suffisait de regarder les informations pour le constater, on avait des forces qui étaient engagées pendant voire 10, 12 ou 15 heures, je trouve quand même que la doctrine du maintien de l'ordre qui était appliquée, même si elle a été améliorée peut-être par le SNMO, elle a quand même porté globalement ses fruits. Alors après, quand vous me parliez de M. Alain Bauer, qui considérait que le LBD était peut-être une arme qui a causé beaucoup de dégâts. Je rappelle quand même que quand on a des gens, là aussi, hyper violents, si on ne dispose pas d'une arme intermédiaire, que fait-on? Il arrive un moment pour protéger la sécurité de nos troupes, ça devient l'utilisation d'une arme létale. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si effectivement on a maintenant un superviseur qui a été nommé et qui était déjà dans les faits, qui existait plus ou moins, notamment dans les compagnies de CRS, et chez les gendarmes, je pense qu'il n'est même pas question aujourd'hui d'envisager la disparition de cette arme. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, parce qu'elle continue, on continue à en être doté. Enfin, c'est toujours facile de l'extérieur de vouloir expliquer qu'il y a eu 1 ou 2 personnes qui ont été blessées gravement. D'ailleurs, je rappelle que celles qui, en général, ont été blessées, c'est celles qui restaient sur les lieux d'un attroupement, puisque ce n'était plus une manifestation. Il y avait des sommations qui avaient été effectuées. Ces gens-là auraient dû quitter les lieux, il n'y aurait pas eu de souci. Alors, quand on nous dit aussi que certains manifestants ne connaissaient pas bien les règles, je veux bien l'entendre. Et d'ailleurs, là également, dans le SNMO, on a amélioré les sommations. Pour autant, je rappelle quand même que c'était toujours un peu les mêmes, des gens qu'on retrouvait sur les plateaux, qui étaient là tous les week-ends, dans le cadre notamment des manifestations de Gilets jaunes. Alors si ces gens-là ne connaissent pas les règles, je suis quand même pour le moins surpris. Donc je considère qu'aujourd'hui, je le réitère, préoccupons-nous avant tout de la manière dont on peut juguler cette extrême violence, et ça n'a pas été évoqué, c'est peut-être pas le lieu, mais moi je le redis, la manière notamment dont ils peuvent être sanctionnés. Parce que ça a été dit par certains de mes collègues ici, mais lorsque les fonctionnaires de police ou de gendarmerie sont touchés dans leur chair, en général, les sanctions qui sont prononcées sont quasiment symboliques. Je pèse mes mots, symboliques. Et même d'ailleurs, quand on a une peine de prison ferme qui est prononcée, je rappelle qu'il y a la loi pénitentiaire qui prévoit que pour une peine inférieure à 2 ans, l'incarcération n'est jamais la règle, mais c'est l'alternative à l'incarcération. On a rarement des gens incarcérés pour avoir violenté des policiers, ce que je trouve profondément scandaleux. Merci. Juste une précision sur ce que vous évoquiez, c'est les effets de la loi qui a été votée sur la majorité précédente. Il y a une loi qui a été votée, qui est la loi justice, qui a été votée en 2018. Non. La loi européenne, non. Là, je vous parle de la justice que nous avons votée, nous, et qui revient là-dessus et qui oblige à l'incarcération quand il y a 1 an de prison. Sans qu'il y ait... Avec mandat de dépôt. C'est ça.
soient vraiment protégés ou pas. Alors certes, on nous dira que les magistrats sont indépendants, j'entends bien, mais c'est un vrai problème de société aujourd'hui. Et on est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je pense qu'on est là pour poser des problèmes de société. Là, on est en train de débattre de la réponse pénale immédiate adaptée, qui est effectivement, à un certain moment, un problème. Maintenant, c'est pas ce pourquoi notre commission est là, même si ça a des conséquences sur les choses, mais c'est pas pour ça qu'on est mandaté. Est-ce qu'il y a des... On n'a pas de questions ? Madame la rapporteure, vous avez d'autres questions ? Dans le schéma national du maintien de l'ordre, il y a un certain nombre de mesures en matière d'identification des personnels. Et c'est vrai que nous avons entendu un certain nombre de personnes dire que c'était compliqué, puisque un certain nombre de fonctionnaires qui se mêlaient, qui n'étaient pas totalement identifiables. Donc que pensez-vous de l'amélioration des mesures à prendre en matière d'identification des fonctionnaires? Quelqu'un tout à l'heure nous a proposé non pas de mettre le numéro Rio qui est petit, mais de mettre carrément un truc dans le dos, quoi, comme une espèce de maillot de football, vous voyez, avec des chiffres qui soient assez clairs. Et il y a donc le choix entre avoir une cagoule, puisque on se posait la question de la cagoule, mais à défaut de cagoule, puisque peut-être qu'on peut estimer que ne pas être à visage découvert est plus protecteur pour un fonctionnaire, à ce moment-là, avoir un numéro qui soit très clair et très gros derrière. Alors, par ailleurs, sur le nouveau schéma du maintien de l'ordre, il y a ce problème des journalistes qui s'estiment maltraités, parce qu'à partir du moment où il y a ordre de dispersion, apparemment, les journalistes, eux aussi, devraient s'en aller, ce qui les empêche de rendre compte de la suite des événements. Donc, c'est vrai que pour leur travail, comme pour les observateurs, ça leur complique la tâche. Enfin, j'avais aussi une question concernant M. Dufresne, qui aurait été traité d'imposteur, en sorte que la plateforme pour la protection du journalisme de la Conseil de l'Europe a estimé que cette déclaration, ce tweet posait problème. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut améliorer la confiance entre les journalistes et les manifestants? S'il vous plaît. Madame la rapporteure, merci de vos questions. Je reviendrai sur une des questions que vous avez posées au préalable sur la désescalade et le modèle allemand auquel je n'ai pas pu répondre tout à l'heure. Ce modèle de désescalade en Allemagne est utilisé dans des cas bien précis de manifestations, j'allais dire, pacifiques. Il a montré toutes ses limites lors de manifestations qui deviennent plus rugueuses et plus violentes. Nous sommes confrontés en France, peut-être par héritage révolutionnaire, à des manifestations, en tous les cas ces 10 dernières années, très violentes. J'ai du mal à imaginer, au regard de ce qu'a dit mon collègue et des individus que nos policiers ont eu à rencontrer lors du maintien de l'ordre, à travailler cette doctrine de désescalade en France. Surtout, je vous dis, au regard des gens qu'on a en face de nous. Vous nous parlez d'identification de policiers. Ok, très bien. Moi, je vous réponds, identification des Black Blocs. Ok ? Vous nous parlez du respect des journalistes. Très bien. À ce moment-là, que les journalistes soient identifiés aussi parfaitement par nos forces de l'ordre. Et je pense que à ce moment-là, les règles seront bien posées pour tout le monde. Mais il est vrai aussi, et je vais dans votre sens, que nous devons faire preuve aussi de pédagogie par rapport aux grandes règles, j'allais dire, du maintien de l'ordre et de la régulation des manifestations, parce qu'il est évident que depuis 2018, nous avons eu un nouveau public de manifestants qui n'était pas forcément rompu aux réglementations de manifestation. Cependant, nous avons pu remarquer, durant les différents épisodes de Gilets jaunes, que certains groupes de Black Bloc s'agrégeaient volontairement à des Gilets jaunes et qu'au bout de 2 ou 3 week-ends de combats, j'allais dire, et de manifestations communes, j'allais dire, ces primo-manifestants qui étaient les Gilets jaunes
devenaient, poussés par les Black Blocs, de redoutables adversaires en termes de maintien de l'ordre. Encore une fois, la police n'est pas là, et je l'ai rappelé tout à l'heure, n'est pas là pour réprimer une manifestation. On est là pour garantir l'ordre public. Et je crois que sans les policiers, je l'ai déjà dit dans d'autres assemblées, sans policiers ni gendarmes, nous n'aurions pas de liberté d'expression ni de manifestation en France. Je crois que c'est un axiome primordial qu'il faut toujours répéter. Sans nous, il n'y aurait pas de liberté d'expression et de manifestation. Donc je répète, sur l'identification des policiers, oui, et des gendarmes, oui. Enfin, je pense qu'ils sont relativement bien identifiés. Moi, je voudrais qu'en face, on ait des gens aussi qui s'identifient. Comprenez bien que des gens qui sont habillés tout en noir et qui lancent des billes d'acier sur nos policiers ou des bouteilles d'acide, je ne pense pas qu'ils soient venus pour manifester. Ils sont là pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Et encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de légitime violence. Oui, l'armée et la police en France sont les seuls détenteurs de la violence légitime. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et encore heureux qu'il n'y ait que nous qui en soyons les détenteurs. Merci. Savoir que les forces de l'ordre sont là justement pour permettre à la manifestation de se dérouler sans dommages excessifs pour les uns et les autres. Et vous avez parlé des Black Blocs, mais justement, certains nous disaient, comment se fait-il, où est-ce qu'on peut s'appuyer mieux sur les services de renseignement pour identifier la venue de Black Blocs et prévoir justement des effectifs adaptés à la présence de ces gens, puisque apparemment, parfois, on a l'impression que les forces sont débordées par l'arrivée de ces Black Blocs. Répondre tout de suite. Effectivement, ça s'est vu, et particulièrement à Francfort en 2015, où la police allemande a vu débarquer des quatre coins de l'Europe plus de 2000 personnes qui voulaient en découdre. Et quand je dis en découdre, ils sont arrivés armés. Mais vous comprenez bien que là aussi, pour les forces de l'ordre, se pose un vrai dilemme. Autant en matière, et je vais être provocateur à dessein, autant en matière de lutte contre le terrorisme, nous avons une procédure pénale qui nous permet, à travers l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, d'intervenir en amont d'un attentat. Mais en maintien de l'ordre, il est très compliqué d'interpeller avant une manifestation. Ou alors il faudra être créateur de droit, et d'un droit qui, à mon avis, serait complètement illégitime. Donc comment faire ? Oui, c'est une vraie question. Pour avoir travaillé au sein de la coopération internationale, je n'en vois qu'une seule, c'est une densification de la coopération internationale. Ça s'est fait en matière de hooliganisme. Les Anglais avaient leurs hooligans, les Allemands avaient leurs hooligans, les Néerlandais avaient leurs hooligans, et nos polices s'échangeaient un certain nombre d'informations là-dessus. Peut-être qu'en termes de manifestations violentes, il faudrait peut-être améliorer cette coopération internationale. Encore une fois, je n'ai pas de solution miracle, mais je dis attention à l'idée de vouloir réprimer une infraction qui n'a pas encore eu lieu. Merci. Peut-être en complément, pour répondre aux questions de Madame la rapporteure, en tout cas apporter des éléments de réponse. Par rapport au travail des services de renseignement, oui, c'est certain que ce travail, il est fait. En tout cas, on essaye de le faire à chaque fois, les fonctionnaires du renseignement territorial. Pour autant, vous savez ce que disait Pierre Dac, la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir, donc c'est pas non plus une science exacte. Parfois, on anticipe correctement et les forces vont être bien dimensionnées. Parfois, c'est plus compliqué. Et puis surtout, ça a été évoqué aussi par mes collègues, la problématique qu'on a, c'est de séparer, si vous me passez l'expression, le bon grain de livret dans la manifestation, avec des manifestants qui viennent là pour s'exprimer pacifiquement, qui ont tout à fait le droit de le faire, et des Black Blocs qui vont profiter de l'affluence pour se mêler justement aux manifestants lambda et rendre plus difficile leur identification et leur interpellation. Donc le travail, il est là, puisque le lien de confiance dont vous nous parlez, il est important, mais il concerne évidemment le citoyen pacifique de bonne foi, et pas celui qui vient pour casser ou pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Après, fort heureusement, le lien de confiance police-population ne se limite pas non plus uniquement à la problématique du maintien de l'ordre. C'est un peu toujours l'ambiguïté
et la double casquette de la police, puisqu'on a un rôle à la fois de protection et parfois d'exercice de la coercition. Et c'est forcément plus valorisant pour l'équipage police-secours qui va sauver la vie de quelqu'un qui est tombé dans un fleuve. Il va être encensé, puis le lendemain, il va intervenir sur un rassemblement, sur un attroupement. Il va être là pour un rôle davantage de maintien de l'ordre, qui sera peut-être plus exposé pour lui et qui sera moins valorisant en termes de rapport à la population. Pour autant, effectivement, il faut que quelqu'un le fasse. Et il y a un certain nombre de pistes pour améliorer ce lien police-population. Parmi d'autres idées, notre syndicat est favorable à la création d'une réserve opérationnelle au sein de la police nationale telle que ça peut exister en gendarmerie, de manière à resserrer ce lien entre les citoyens et la police, à leur permettre de participer à nos missions comme le font les gendarmes, et de les découvrir et de les comprendre un petit peu mieux. Ce serait une des solutions. Sur la question de l'identification, nous ne sommes pas hostiles, on n'est pas opposés au fait que les fonctionnaires on n'a rien à se reprocher, on est une police républicaine, qui soit identifiée, que ce soit dans le dos, ailleurs, on ne sait pas forcément l'endroit, mais le principe ne pose pas de souci. Par contre, que les fonctionnaires soient identifiables, oui. Qu'ils soient vulnérables, non. Parce qu'il y a aussi une inquiétude chez nos collègues par rapport, vous le savez, on le voit tous les jours malheureusement dans l'actualité, des collègues qui se font prendre à partie, parfois suivre jusqu'à chez eux, qui peuvent être agressés, y compris hors du service. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. C'était aussi la préoccupation du ministre de l'Intérieur quand il parlait du floutage, pour que, certes, les collègues soient identifiables. Il ne s'agit pas de dire que personne ne doit rendre de compte, mais qu'ils ne puissent pas être plus facilement pris à partie par les personnalités extrêmement violentes et hostiles à la police qu'on voit aussi en manifestation. Donc il y a quand même un sujet là-dessus également. Et sur les journalistes, pour terminer, en fait, la problématique qu'on a aussi, encore une fois, c'est pas avec le journaliste qui vient là pour faire son travail d'information et rendre compte de la manifestation pour un média identifié qu'on va connaître, etc. La problématique, c'est qu'il suffit pas de mettre un casque presse et de prendre un iPhone pour être au-dessus de la loi et pour être effectivement un journaliste. Donc le souci qu'on a eu généralement, c'est un souci en termes opérationnels, avec des personnes qui se mettent peut-être entre nous et les personnes violentes, et puis qui sont là en train de filmer, et c'est pas pour les effectifs qui sont engagés extrêmement pratique effectivement à gérer, et c'est pas ce que nous on appellerait du journalisme au sens où on le conçoit. Voilà. Après, on n'est pas évidemment hostile à la liberté de la presse, mais là encore il y a un équilibre à trouver. Merci. Sur l'identification des policiers et gendarmes, je rappelle qu'il y a le RIO qui a été créé pour ça. Le RIO permet, c'est une espèce de plaque d'immatriculation, si je peux me permettre, du policier et du gendarme, mais permet de l'identifier quand il y a une enquête judiciaire et quand il y a une nécessité d'identification. Mais bon, ça, on peut le rendre plus visible, ça peut faire partie des propositions que l'on fait. Mais effectivement, la limite, elle est là. Et le but de ce RIO, c'est que ça soit identifiable par les gens qui sont habilités à l'identifier et qui font des enquêtes administratives et judiciaires. Pas par monsieur tout le monde qui ensuite va mettre sur la toile le nom et le 06 du policier ou du gendarme. Et ça, il va falloir qu'on trouve un système très précis là-dessus, effectivement. Chère Constance Le Grip, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d'abord vous remercier, messieurs, de vos exposés très clairs et très francs. Vous remercier pour la franchise de vos propos et de certaines prises de position qui peut-être, effectivement, à certains égards, peuvent quelquefois dépasser le strict cadre de notre commission d'enquête. Mais voilà, vous êtes devant des membres de la représentation nationale et c'est l'occasion de faire passer des messages et de dialoguer. Et donc, c'est pour moi également l'occasion de réaffirmer tout mon soutien aux forces de l'ordre, voilà, à la police, à la gendarmerie de notre République, dont nous savons très bien qu'elles exercent leur mission ô combien essentielle dans des conditions de plus en plus difficiles et de plus en plus périlleuses. De plus en plus difficiles et de plus en plus périlleuse. Alors, on a parlé d'identification, on a également parlé de la proposition pour protéger les membres de nos forces de l'ordre du floutage des visages. Et il y a la proposition de loi qui avait été déposée il y a quelques mois par mon collègue Éric Ciotti visant à sanctionner la diffusion de vidéos, d'images permettant d'identifier les visages des forces de l'ordre. C'est également ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur
en septembre et nous comptons bien pouvoir l'accompagner dans l'avancée législative pour ce faire. J'imagine que vous en êtes tout à fait disposé et tout à fait d'accord et que vous envoyez le bien fondé. Mais voilà, est-ce que vous pouvez juste réagir par rapport à cette proposition-là bien précise qui vient, encore une fois, de bords politiques différents, mais néanmoins très convergents dans ce qu'ils veulent faire concrètement pour protéger nos forces de l'ordre. Qu'est-ce que cela appelle comme réaction de votre part? Je vous remercie. Oui, en réponse à votre remarque, effectivement, on est tout à fait favorable, évidemment, au floutage des visages des fonctionnaires de police en intervention, sachant que on parlait tout à l'heure de journalistes. Enfin, il y a beaucoup de pseudo-journalistes qui se promènent sur les manifestations et qui s'autoproclament journalistes parce qu'ils ont un iPhone ou en tout cas un téléphone portable. Ensuite, on retrouve ça sur les réseaux sociaux un peu partout. C'est extrêmement difficile à neutraliser, pour ne pas dire d'ailleurs impossible. Et on voit les visages de nos collègues qui sont jetés en pâture à l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est extrêmement dramatique. Ceci étant, moi, je veux rebondir sur autre chose. Ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on est tous d'accord. Je pense aussi que ce qui est absolument affligeant, c'est la manière dont certaines images sont diffusées sur les médias, d'ailleurs, ou dans les réseaux sociaux, montrant des aussi pseudo-violences policières parce qu'on montre une image totalement sortie d'un contexte. Or, nous, on devrait pouvoir disposer d'images qui recontextualisent justement la manière dont les faits sont produits, la manière dont l'usage de la force légitime a été utilisé. Or, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile puisque je vois par exemple les caméras piétons nous permettent d'avoir des images mais qui ne sont utilisées que dans le cadre d'une procédure utilisable par les magistrats. Donc, ce que nous, on souhaite, c'est que, notamment les caméras piétons, mais également, on parlait de drones tout à l'heure, une multitude d'images soient utilisées notamment pour pouvoir communiquer sur l'image aussi de l'institution, parce qu'on parle du lien police-population. Le lien police-population, il ne sera resserré qu'à partir du moment où on montre que la police travaille dans des conditions extrêmement difficiles, qu'elle ne se contente pas simplement d'utiliser la force pour son bon plaisir, si c'est bien évidemment pas le cas, mais en tout cas c'est quelquefois ce que certains veulent démontrer. Et donc je pense qu'avec les moyens modernes, sur les maintiens de l'ordre importants, pour expliquer à la population les conditions dramatiques dans lesquelles les forces de l'ordre exercent au quotidien, mais notamment sur toute cette période extrêmement longue, où notamment c'était d'une violence extrême, mais ça a été quasiment tous les jours, donc dans des conditions difficiles et en plus totalement épuisées. Écoutez, c'est parfait, merci beaucoup. Je voulais juste vous poser une dernière question, mais avec une réponse très brève, parce que je n'arrive pas à voir la réponse et je ne l'ai pas moi-même. Est-ce que vous, organisation syndicale, vous avez la possibilité de déposer plainte avec constitution de partie civile sur des violences des gens que vous représentez? Ou c'est juste le ministre de l'Intérieur qui peut faire ça? Vous ne savez pas? Mais c'est difficile d'avoir cette réponse. Hein, Non? D'accord. Ok. Je vous pose la question parce que j'arrive pas à avoir la réponse. C'est au ministère de l'Intérieur quand il incarne l'institution. Oui, mais les syndicats, des fois. Sans doute. C'est ce que je me suis dit. Bon. On essaiera de continuer nos recherches là-dessus. En tout cas, merci beaucoup de votre présence tardive aujourd'hui, malgré le danger du Covid qui nous guette à tous. Protégez-vous bien, d'ailleurs. Et soyez nos représentants auprès de l'institution et des collègues, de l'ensemble de vos collègues, pour dire combien nous plaçons d'espoir entre eux, qu'il faut qu'ils gardent le moral et que nous allons travailler pour eux. Merci beaucoup.